Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec, votre source incontournable d'informations. 2 quais seront électrifiés au port de Québec. Des bus scolaires alimentent le réseau aux États-Unis. 2e baisse des cibles de vente de véhicules électriques par le gouvernement québécois. Et la STL met en service ses nouveaux autobus électriques. Des vols panoramiques en avion électrique sont maintenant disponibles. La chronique L'automobile à la croisée des chemins, on parle du parcours de Hyundai en électrification. Par où commencer, acheter son véhicule maintenant ou on attend? Et en grande entrevue, résultat de notre enquête sur les bruits basse vitesse qu'émettent les véhicules électriques, la réglementation et les manufacturiers exagèrent-ils? Et puis, on ne peut pas, l'utilisateur ou le conducteur ne peut pas le désengager. Donc, c'est obligatoire en tout temps, à basse vitesse, jusqu'à 30 km/h et en marche arrière. Bienvenue à Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Eh bien, nous voilà déjà rendus au dernier épisode avant la pause estivale. Eh bien oui, on prend un petit congé d'1 mois après l'épisode d'aujourd'hui. Mais quand même, on en a fait du chemin, on a fait ce chemin-là ensemble et écoutez... c'est pas l'année la plus facile. C'est pas l'année la plus rectiligne, disons ça comme ça. Donc, le monde de l'électromobilité a eu des hauts et des bas. Mais somme toute, une chose est certaine, c'est que tous les chiffres le disent et le démontrent. L'adhésion à l'électromobilité est en forte croissance partout dans le monde. Est-ce que cette croissance-là a bougé au fil du temps? Oui, mais ça demeure toujours en croissance et c'est ça qui est important. C'est là-dessus qu'il faut garder notre focus. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On est en croissance, mais il y a encore beaucoup de gens qui manquent d'informations et qui gagnent à être informés sur la voiture électrique parce que, rappelons-le, essayer une voiture électrique et avoir la bonne information sont les éléments les plus cruciaux quand vient le temps pour quelqu'un qui n'a pas encore fait le choix de se tourner vers l'électrique, de se sentir à l'aise, réconforté et d'aller de l'avant. D'ailleurs, je vous incite, faites le tour allez sur le site de l'AVEQ, allez regarder dans le calendrier des activités à venir. Il y a beaucoup de séances de formation et de cliniques, soit en webinaire ou en présentiel, beaucoup d'informations pour des gens qui débutent en électromobilité. Allez prendre le temps de regarder ça. Bien entendu, il y a également toutes les conférences qu'offre Silence on roule sur notre site web, silenceonroule.com, dans la section conférences. Les dates des conférences confirmées sont là. Et si vous êtes un organisme ou une association, une ville, et que vous voulez nous avoir pour vous parler de voitures électriques, vous vous gênez pas. Donc, silenceonroule.com dans la section conférences. Aujourd'hui, encore une fois, un épisode super bien rempli. On a la chronique Par où commencer? Chronique pour débutants, ça le dit, hein? Par où commencer? De Sébastien Côté de l'AVEQ. Et si vous voulez réécouter les anciennes chroniques pour débutants, là, vous commencez puis vous vous dites, j'aimerais ça écouter toutes ces petites chroniques-là pour débutants. Sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec, vous avez accès à toutes ces capsules-là. Par où commencer? Aujourd'hui, Sébastien nous parle du choix parfois difficile entre est-ce que je dois attendre un peu ou changer ma voiture pour une voiture électrique dès maintenant. Il nous parle un peu des critères là, et des critères de choix ou de décision pour y aller de l'avant là, ou pas avec une voiture électrique à court terme. On a également une chronique de notre ami Marco Dumais. Marco, je vous rappelle, a des chroniques où il prend chacun des manufacturiers automobiles un par un et il nous parle de la transition de ce dernier. Et dans l'épisode de cette semaine de sa chronique, Marco nous parle de Hyundai et sa transition vers le tout électrique. En grande entrevue, une entrevue qui fait beaucoup jaser, qui est demandée depuis longtemps et qu'on vous promet depuis longtemps, notre enquête, notre analyse sur les sons basse vitesse. Vous savez que les véhicules électriques, lorsqu'ils roulent à basse vitesse, émettent un petit sifflement ou un bruit type soucoupe volante, là, et d'un modèle à l'autre, le volume et les critères pour entendre ce son-là semblent varier beaucoup. Que dit la loi au Canada? Que dit la réglementation? Et qu'est-ce que notre enquête, nos mesures sur le terrain du son de différents modèles ont donné? Est-ce qu'effectivement, certains modèles de véhicules électriques sont plus forts à basse vitesse que d'autres?
voire trop fort? Je pense que certains d'entre vous avaient déjà une idée de la réponse, mais on va vous la donner avec des chiffres, des mesures à l'appui. Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Chez Bourgeois Chevrolet, l'électrique, ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant. Ici, pas de pression, pas de vente forcée. Juste une équipe qui vous écoute vraiment et qui vous accompagne selon vos besoins. Parce qu'acheter un véhicule électrique, ce doit être simple, clair et agréable. Bourgeois Chevrolet, c'est le spécialiste en véhicules électriques au Québec, autant pour la vente que pour la mécanique. Des conseillers passionnés, des techniciens certifiés, bref, des pros qui savent de quoi ils parlent. Et quand on parle de service, on parle de vrais services. Une flotte complète de véhicules de courtoisie 100% électriques parce qu'on veut que vous restiez en électrique du début jusqu'à la fin. Mieux encore, profitez de notre service gratuit de voiturier. On va chercher votre véhicule directement chez vous et on vous le ramène une fois l'entretien terminé. Zéro déplacement, zéro stress. Le jour de la livraison, on prend le temps. On vous fait une explication détaillée de votre véhicule électrique. Recharge, application, conduite, fonctionnalité. Vous repartirez maître de votre VE. Et ce n'est pas tout. Bourgeois Chevrolet est le premier récipiendaire au Canada du prestigieux EV Award Hall of Fame de Plug and Drive. Une distinction qui confirme ce que nos clients savent déjà. Ici, l'électrique, c'est notre marque de commerce. Bourgeois Chevrolet, 450-834-2585 ou au www.bourgeoischevrolet.com. Les actualités de cette semaine sont une présentation de Mobile Charge, la borne de recharge rapide qui vient à vous quand vous en avez besoin. Pour en savoir plus, visitez le mobilecharge.ca. Le port de Québec va électrifier 2 de ses quais en 2028, dont son principal terminal de croisière, qui est situé à l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Après 2 ans d'attente, le gouvernement provincial a accepté d'investir 5,2 millions de dollars pour boucler le budget. Dès l'automne 2028, les navires de croisière amarrés au quai 30 pourront couper leur moteur et alimenter leur système en électricité renouvelable. Autrement dit, fini les vrombissements de génératrices au mazout pendant que les paquebots sont à l'arrêt. Les passagers et les résidents du quartier voisin respireront un air ainsi plus propre. Lors de la canicule qui est arrivée aux États-Unis il y a 2 à 3 semaines, les critiques craignaient qu'un nombre record de véhicules électriques branchés sur le réseau ne pousse ce dernier au bord du gouffre. Et c'est exactement le contraire qui s'est produit. Grâce à la technologie Vehicle to Grid, des milliers de véhicules électriques ont injecté l'électricité stockée dans leurs batteries directement dans le réseau, aidant les sociétés d'électricité à maintenir les lumières allumées et les climatiseurs en marche pendant des heures, et particulièrement pendant des heures de pointe. L'exemple le plus frappant est celle d'une source inattendue, c'est des autobus scolaires électriques. Selon le World Resource Institute, environ 230 autobus scolaires électriques entièrement déployés dans le cadre de projets V2G ont été capables de fournir collectivement 8 MWh d'énergie au réseau en tout moment, suffisamment pour alimenter environ 1600 maisons américaines typiques branchées pendant jusqu'à 4 heures. Le gouvernement Fréchette a annoncé son intention d'abaisser pour la 2e fois en quelques mois les cibles québécoises de vente de véhicules électriques pour 2030. La cible passerait de 85 à 51 % et pour 2035 de 100 à 80 %. Or, dans un article du journal La Presse, on apprend qu'une analyse produite par le ministère de l'Environnement lui-même conclut qu'un assouplissement engendrerait un coût net total de 17 milliards de dollars d'ici 2035. Le calcul est brutal. 10,3 milliards de coûts directs pour les Québécois, 9,4 milliards en coûts environnementaux et seulement 2,7 milliards en économies pour les industries automobiles, les stations-service et les raffineries. En présence du maire de Laval, Stéphane Boyer, et du président du conseil d'administration de la STL, Pierre Brabant, la Société de transport de Laval a officialisé la mise en service de ses premiers autobus électriques de nouvelle génération, les Novabus LFSE+. Déployés progressivement sur le réseau au cours des dernières semaines, ces véhicules silencieux et zéro émission représentent un jalon majeur dans les 55 ans d'histoire de la STL et dans la lutte contre les changements climatiques à Laval, où le transport est responsable de 70 % des émissions de gaz à effet de serre.
Le Waterloo Wellington Flight Center offre maintenant des vols panoramiques au public à bord d'avions très rares, des avions 100% électriques et certifiés au pays. Le modèle utilisé est le Pipistrel Velis Electro et il a marqué l'histoire internationale en 2020 en devenant le premier avion entièrement électrique à recevoir une certification de ce type, une première mondiale. Le centre opère actuellement 2 appareils, l'un dédié au vol public et à la formation des pilotes et un second réservé à des activités de recherche en partenariat avec l'Institut de l'aéronautique durable de l'Université de Waterloo. L'expérience de voler à bord d'un avion électrique surprend agréablement. L'instructeur de vol Trent Harris décrit le décollage comme beaucoup plus excitant que celui des avions traditionnels. Le moteur électrique procure une accélération très rapide, une montée fulgurante, un peu comme une voiture électrique quand on appuie sur l'accélérateur. Et surtout, l'avion fonctionne entièrement à l'électricité, ne produisant aucune émission de vol et volant généralement sans bruit. Les appareils et les moteurs thermiques conventionnels, évidemment, dans un avion, sont des sources très, très, très bruyantes. Les passagers peuvent s'attendre à des vols d'environ 40 minutes, incluant un briefing avant départ et une présentation de l'appareil avant de décoller de l'aéroport international de la région de Waterloo. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a officiellement signé le projet de loi SB 168 qui instaure un nouveau programme de remise pour les véhicules électriques en Californie. Ce programme entrera en vigueur plus tard cet été, selon le bureau du gouverneur. Il s'agit d'une réponse directe à l'expiration du crédit d'impôt fédéral américain de 7 500 $ que l'administration Trump a laissé mourir, laissant un vide dans les incitatifs à l'achat de véhicules électriques. La remise de 3 500 $ s'appliquera aux véhicules électriques neufs, affichant un prix de détail suggéré ne dépassant pas 50 000 $. Pour les VE d'occasion, une remise de 1 750 $ est prévue et pour les véhicules vendus à 25 000 $ ou moins. Contrairement à l'ancien crédit fédéral qui était remboursé lors de la déclaration d'impôt, la remise californienne sera appliquée directement au point de vente, ce qui rend le tout bien plus simple et accessible pour les acheteurs, un peu comme le modèle qu'on vit ici au Québec. Le financement est partagé entre l'État et l'industrie automobile. La Californie a alloué 135,5 millions de $ et les constructeurs automobiles participants, dis-je, devront fournir un montant équivalent, portant le budget à environ 270 millions de dollars américains. Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé pour votre protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Nous vous offrons maintenant une nouveauté rare sur le marché, une protection pour votre pare-brise. Fini les éclats causés par les roches ou les débris de la route, cette pellicule bloque 99% des rayons UV sans altérer votre visibilité. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est présent pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval ou contactez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez nous voir sur notre page Facebook à Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Une petite dernière avant les vacances? Oui. Oui, hein, c'est ça. C'est bien mérité. Exact. On a travaillé fort. On mérite notre mois de baignade. Écoute, aujourd'hui, c'est une question qui nous est posée, qui est très pertinente, je pense. C'est correct que les gens se posent cette question-là. On a la perception, à tort ou à raison, qu'on serait peut-être mieux d'attendre un peu avant d'acheter parce qu'on a entendu dire que
telle nouvelle technologie s'en vient, puis tel type de batterie révolutionnaire devrait arriver l'année prochaine, ce qui fait qu'on a peur d'acheter maintenant puis de dire j'aurais dû attendre une année de plus. Donc, on se demande si on ne devrait pas attendre vraiment d'acheter. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'attendre un peu, Sébastien? Non, pas tellement. Pas tellement, parce qu'il faut quand même savoir là, que ce qu'il y a aujourd'hui fait l'affaire pour la plupart des gens, sinon presque tous. Mais comme tu dis, c'est quand même des questions que les gens vont avoir. Tu le donnes dans tes conférences, là, c'est justement je suis prêt, mais j'attendrai peut-être. Ouais. Donc, des fois, c'est aussi une excuse pour certaines personnes qui sont vraiment hésitants ou qui sont un peu contre l'idée. Donc, ils se servent de cette excuse-là d'attendre. Oui, mais pas tout de suite. Exact. Mais comme on sait, là, les plusieurs percées technologiques, entre la mise en marché et l'annonce qui est faite, il peut s'écouler beaucoup de temps. Vous le savez aussi, là, l'analogie là, de l'ordinateur, on voulait acheter telle technologie, mais on savait peut-être que l'autre s'en venait, mais à chaque mois, ça bougeait. Donc, à l'époque des Pentium, hein? Tu as connu ça, Sébastien? Oui. Ah, j'ai le nouveau Pentium, tel modèle. Ouais, mais moi, j'attends le mois prochain, il y en a un plus gros qui sort. Mais c'était vrai tous les mois. Fait que, si tu faisais ça, tu n'achetais jamais. Là. Exact. Fait qu'il faut figer son idée à un moment donné par rapport à quand on est prêt à faire le saut et que ça correspond à nos besoins. Il faut quand même se rappeler aussi là, qu'il y a quelques années, là, la batterie à électrolyte solide a été promise là, pour la commercialisation là, en 2026, que j'avais entendu dire dans le temps. Je ne parle pas là, en labo, là, je parle vraiment dans le véhicule de monsieur, madame, tout le monde. C'est pas encore là aujourd'hui. Non, hein? Donc, pour faire le saut électrique, l'électrique, on est souvent influencé par l'autonomie. C'est ce qu'on entend en général là, comme grand élément. Puis, c'est le point principal, là, c'est soit qui agace ou qui fait comme un blocage pour certaines personnes quand ils évaluent, qui en font leur réflexion. Mais en général, on surestime notre besoin d'autonomie. Donc, mais ça reste vrai, Sébastien, qu'au fil du temps, les autonomies des véhicules ont augmenté. Ma première voiture avait 120 km d'autonomie, ma deuxième en avait 240, l'autre d'après 350 ou à peu près, puis maintenant, je suis en haut de 400. Donc, c'est vrai que d'attendre, je pourrais pour un prix assez équivalent avoir plus d'autonomie. Ça, c'est vrai. Oui. Mais tu roules électrique depuis 2012? Moi, depuis 2011. 2011. Ouais. Donc, tu en as bénéficié dès le début. Oui, exactement. Ça fait 15 ans que je sauve de l'essence. Ouais. Donc, si tu avais attendu ton 400 km, tu aurais roulé quand même une douzaine d'années plus à l'essence. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on entend parler du véhicule avec 1000 km d'autonomie, là, c'est vraiment ce qui fait rêver tout le monde. Puis les gens, ils font tout de suite dire « ça me prend ça pour faire le saut dans l'électrique ». Puis se bloquent à toute autre option là, des véhicules qui font moins que le 1000 km d'autonomie. Donc, l'autonomie des générations actuelles, puis les vitesses de recharge qu'on a aussi, il faut vraiment se poser la question sérieusement parce que c'est adéquat pour la plupart des gens. Donc, est-ce que ce 1000 km-là d'autonomie est réel par rapport aux technologies qu'on va avoir ou qu'on entend parler? Oui et non. C'est des annonces qui sont basées souvent avec des normes de d'autres pays. C'est pour ça que quand vous étudiez là, les articles que vous voyez, faites attention de lire vraiment les petits caractères ou sur quelle forme ou quelle norme que c'est calculé. Parce que la norme chinoise, le 1000 km est là, rendu en Europe sur le WLTP est rendu à 800 km et rendu sur l'EPA est à 700 km. Fait que c'est 30 de différence, ça. Pour le même véhicule. Exact. Donc, un 1000 km, c'est assez révolutionnaire, mais un 700 km, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? Pas tant que ça. On a quand même des véhicules qui atteignent le 600 km aujourd'hui. Donc, on est quand même pas loin de notre réalité actuelle. Ouais. Donc, un autre facteur qu'on entend aussi parler, c'est les vitesses de recharge, là, qui, sous la barre des 10 minutes, remettent 80 d'énergie dans notre batterie. On a vu quelques vidéos là-dessus. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Oui, ça existe. Si on aime la technologie. Là. Ça, c'est rendu dans les voitures BYD, entre autres, là, charge à 1 MW, puis tu es capable de remplir une batterie en haut de 100 kWh en quelques minutes seulement. Exact. Donc, on sait que pour les gens qui vont être indécis, là, souvent, je vais utiliser un terme anglais, là, mais c'est un game changer. Là. Si on recharge en 8-10 minutes, on remet quasiment le plein de batterie, là, ça va parler à vraiment tout le monde. Oui, c'est sûr. Mais les annonces qu'on entend, c'est quand même, c'est des véhicules d'exception. C'est des véhicules qui commencent à peine à arriver. Qui vont être aussi sur des réseaux de recharge qui vont le permettre, ce qu'on n'a pas nécessairement en Amérique du Nord non plus. Mais n'oubliez pas que des véhicules qui sont à minimum 180 000 canadiens.
Ouais, Donc, ouais, ça ouais, a un prix. Parce que la voiture dont on parle, parce que sur le site de l'AVEC, vous en avez parlé il y a quelques mois. Oui. Te souviens-tu du modèle? Une BYD, j'oublie le nom rapidement comme ça. Mais c'est un modèle de véhicule qui était au même prix, voire même un peu plus cher qu'une Porsche Taycan. À un moment donné, oui, il y a des gens qui vont pouvoir se le permettre, mais c'est vraiment pas une technologie qui va être abordable pour les véhicules de monsieur, madame, tout le monde. Là. Non. Il va falloir attendre là, qu'il y ait des grands volumes, que la technologie stabilise et que là, ça devienne de plus en plus abordable. Ça va arriver, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous avez le temps de vous acheter une voiture d'ici là. Oui, et de profiter dès maintenant. Ouais. Donc, c'est pour ça là, que d'année en année, on voit des petites avancées quand même technologiques là, au niveau des batteries. On a vu, comme tu as mentionné tantôt, au travers des années, l'autonomie a augmenté quand même de façon assez importante. Les vitesses de recharge se sont améliorées aussi, les gestions de température, la connaissance aussi sur la réaction des chimies de batterie fait que plusieurs manufacturiers ont amélioré les performances des technologies actuelles. Donc, ça donne quand même assez de temps là, pour vous de l'utiliser dès aujourd'hui, des technologies qui sont adéquates pour la plupart des gens, puis de profiter là, de tous les autres avantages qu'on parle là, ici à notre podcast. Ouais. Fait que la question, c'est pas tant je dois-tu acheter tout de suite comme dois-je continuer à me priver des bénéfices pendant tout ce temps-là, tu sais. Ça aurait été un meilleur titre, oui. Oui, ça aurait été pas mauvais. Ouais. Ben, c'est très bien ça, Sébastien. Je pense que ça va répondre à certaines interrogations. Puis les gens qui font quand même le choix d'attendre, ben écoutez, on ne sera pas plus mauvais amis pour autant. Vous avez le droit, mais je pense que je partage ton opinion que la très vaste majorité des gens pourraient faire le saut maintenant, se familiariser, puis la deuxième, après, ben, on verra si on y va vers des technologies qui auront eu le temps de se stabiliser un peu. Sébastien, même si tu es à l'aube de mettre ton maillot de bain estival, est-ce que les gens peuvent continuer à t'écrire pour te poser des questions? Et si oui, à quelle adresse le fait-on? À l'adresse courriel sébastien.côté@silenceonroule.com. Ben, je te souhaite un bel été, mon cher ami, puis on se revoit à la rentrée, là, quelque part mois d'août, mois de septembre, puis on reprend ça. Excellent. Merci, Martin. Merci. Bye. Vous venez de passer à l'électrique et vous voulez une borne à la maison? Avec Hydrosolutions, la location, c'est la tranquillité d'esprit. Votre budget est clair dès le départ. Une mensualité fixe, sans surprise. Elle inclut la borne de votre choix, une installation professionnelle ainsi qu'une garantie complète. Et oui, la subvention gouvernementale est aussi disponible, même en location. En cas de pépin, aucun stress. Les réparations sont incluses et les experts d'Hydrosolutions sont là pour vous aider. Pour une recharge simple, prévisible et sans mauvaise surprise, demandez votre soumission gratuite sur hydrosolutions.com. Depuis un certain temps, dans les échanges sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de gens qui se questionnent sur la force ou la perception du niveau sonore des sons à basse vitesse qu'émettent certains nouveaux modèles de véhicules électriques. Donc, quand on met le véhicule en marche et qu'on avance à basse vitesse, le véhicule émet un signal sonore, un avertissement, là, dont l'objectif, on pourra en parler en détail, mais est d'aviser un éventuel piéton ou quelqu'un là, qui a un véhicule qui est en marche. Mais on remarque que ces sons-là sont de plus en plus forts. Sur certains modèles, c'est même dérangeant. Plusieurs nous ont écrit pour dire, avez-vous remarqué, pouvez-vous regarder un peu ou travailler un peu ce dossier-là? Il me semble qu'il y a une exagération dans le niveau sonore des sons basse vitesse. Quelle belle occasion de prendre la balle au bond et de donner un défi à mon collègue Laurent Gigon, à qui j'ai demandé de travailler un peu le dossier de ce signal sonore-là à basse vitesse sur les véhicules électriques. Laurent, bonjour. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On s'entend bien? Notre force sonore est correcte? Très bien, on n'a pas besoin d'atténuateur ni de renforçateur. Laurent, quand je t'ai parlé de ça, tu étais un peu au courant parce qu'un peu comme tout le monde, tu as remarqué qu'il y a certains modèles de véhicules, ils peuvent être à plusieurs coins de rue puis on les entend s'en venir. À la limite, j'oserais même dire, font plus de bruit que certains modèles de véhicules à essence. Alors oui, bien justement, mais à ce propos, pour repartir du début, il faut quand même se rappeler que les véhicules
on demande en fait par un nouveau règlement dont on va parler aujourd'hui, à ce que les véhicules électriques émettent un bruit. Donc, on va fabriquer un bruit artificiellement qui n'existe pas dans la nature, puisqu'un moteur électrique ne fait quasiment aucun bruit, contrairement aux véhicules à combustion interne, où là, il y a des normes anti-bruit. Donc, un véhicule autre qu'électrique fait du bruit, en fait, et involontairement, qu'on ne peut pas éliminer à 100%, mais qu'on doit éliminer parce que ça serait horrible dans la rue de circuler sans atténuation de son sur un véhicule à essence ou à diesel. Pensons au silencieux. C'est pour ça qu'on appelle ça un silencieux. Hein, ça porte bien son nom. Mais malgré ça, ça émet quand même suffisamment de bruit pour que on l'entende arriver, même si on est un petit peu sourd ou aveugle, on va savoir qu'un véhicule à essence ou combustion interne arrive, ce qui est inversement, donc c'est complètement l'inverse pour un véhicule électrique, puisque on ne l'entend absolument pas, il ne fait absolument aucun bruit à basse vitesse. Alors évidemment, parce que dès qu'on commence à rouler un peu plus vite, là, on a un petit peu le bruit de l'air, le bruit du frottement des pneus sur la chaussée et des différentes pièces mécaniques. Donc, ça fait un petit peu de bruit. Mais on parle de basse vitesse. Oui, puis à haute vitesse, par exemple, sur l'autoroute, on ne risque pas de frapper un piéton techniquement, mais à basse vitesse, dans un stationnement de centre d'achat ou dans une petite rue résidentielle, un enfant pourrait ne pas entendre qu'une voiture s'en vient. De mon expérience personnelle, moi, on est quand même des vieux routiers électriques. Oui, vieux, très vieux. Très, très vieux. Donc, on a eu des modèles qui n'avaient pas ce dispositif-là, et ça m'est arrivé plusieurs fois, et donc j'en avais parfaitement conscience que sur un stationnement à basse vitesse, ou quand on est dans une rue où on circule vraiment à basse vitesse, au milieu des piétons, il faut vraiment toujours faire attention quand ils sont devant nous parce qu'ils peuvent traverser à n'importe quel moment. Ils n'ont aucune conscience qu'on est derrière eux et ça m'arrive encore régulièrement d'avoir cette situation-là. Oui, tout à fait. Et donc, tu viens de le dire, il y a, je ne sais pas, moi, ça fait une quinzaine d'années que je roule électrique. Là. Toi aussi, ça fait longtemps. Il n'y avait pas ça. Ou, dans certains cas, il y avait des modèles qui l'avaient, mais c'est parce que le manufacturier, lui, avait décidé de le faire. C'était pas une norme ou une imposition. Mais là, dernièrement, le gouvernement canadien a imposé, ça, c'est plus un choix. Là, oui, ça, en effet, depuis 2022, c'est obligatoire. Et bon, on vous a parlé de ce règlement-là. Je vais vous donner la référence du règlement, puis ceux qui sont vraiment là, qui veulent vraiment les fouiller, parce que c'est assez touffu, c'est le DORS 2022-254. Et donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais en réalité, les critères en fait de ce règlement, ce qu'il veut, c'est qu'à basse vitesse, donc on parle de jusqu'à 30 km/h, il y ait un bruit qui soit émis, que ce soit en marche avant lente ou en marche arrière. Ce son-là doit être localisable et il doit sans être dérangé. Et puis, on ne peut pas, l'utilisateur ou le conducteur ne peut pas le désengager. Donc, c'est obligatoire en tout temps à basse vitesse jusqu'à 30 km/h et en marche arrière. Beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, même si ça paraît très simple, Laurent, puis on a du temps, fait qu'on va prendre le temps de l'analyser comme il faut. Ne peut pas le désengager, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un bouton ou un réglage dans la voiture qui nous permettrait de dire « moi, ça me fatigue, je le mets à off ». Ouais. Mais je peux te dire, parce que je connais beaucoup de gens astucieux, qu'il y en a qui ont utilisé plein de stratagèmes, enlever le fusible qui alimente ça. Il y en a qui ont coupé des fils. Il y en a même qui ont collé, ils ont localisé sous le véhicule, là, sous le pare-choc arrière du véhicule, là où le son est émis. Puis ils ont collé du gros ruban adhésif vis-à-vis les petits trous où le son sort pour atténuer le son. Techniquement, on n'a pas le droit d'empêcher ce son-là, là. On n'a pas le droit Ben non, c'est-à-dire que c'est un peu comme un silencieux, mais à l'envers. Il y en a qui aiment bien faire des pétarades et qui vont court-circuiter certains éléments dans le silencieux pour que ça fasse plus de bruit. C'est illégal. C'est la même chose pour ça fait partie d'un règlement, donc ça a la même valeur juridique. Juridique. Bon, on va se comprendre. Là. Je doute très fort qu'un jour... du moins à court terme, un policier nous arrête en disant « Monsieur, votre véhicule électrique n'émet pas assez de bruit. » Alors, jusqu'à temps qu'on réalise qu'on peut faire de l'argent avec ça, peut-être. Oui, peut-être. Mais si personne ne me demande mon avis, mais je vais le donner pareil. Ouais. Je trouve qu'il y a tellement de véhicules qui font beaucoup de bruit et de motocyclettes dont je ne donnerai pas de marque, mais qui font des bruits épouvantables, qui stressent tout le monde pour rien, de façon totalement inutile, que je vois pas. Je pense que la priorité au niveau du bruit, ce serait plutôt la maîtrise du bruit plutôt que l'inverse.
l'inverse. Oui, tout à Donc, fait. genre, vous faites pas assez de bruit. Tout à fait. Alors, il y a peut-être des gens qui veulent rentrer très tard le soir sans que leur femme le sache. Je le sais pas. Ouais, Et qui vont mettre du tape sur ces éléments. Moi, on m'a dit, puis on va en parler de certaines marques là, pour lesquelles c'est plutôt problématique parce que c'est très fort. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Je réveille mon voisin le matin quand je démarre parce que mon stationnement est collé sur sa maison, de la façon dont le terrain est fait. Là, la maison est très près de la bordure où est le stationnement et c'est la chambre à coucher du voisin. Et le voisin se fait réveiller par le bruit tellement c'est fort. Donc, je peux comprendre que les gens soient exaspérés à un moment donné puis se cherchent des solutions, là, malgré le fait qu'on le dit, là, nous ne vous conseillons pas de modifier ou d'enlever ce son-là, mais ça reste que... Ça reste effectivement... Ça peut être fatigant. Ce cas de figure ne devrait pas arriver parce que c'est vraiment... Quand on parle de bruit, les bruits qu'on demande à émettre, ce ne sont pas des bruits quand même extrêmement forts. Oh non, et on vante l'aspect calme, silencieux, reposant de la voiture électrique. Il ne faudrait pas non plus stresser les gens par le bruit. Laurent, je me permets de revenir encore sur ce que tu as dit tantôt quand tu as émis un peu là, pourquoi il y a ce son-là et quelles règles ça doit respecter. On ne peut pas l'enlever, on a compris. Mais tu as dit localisable. Localisable, ce que tu veux dire, c'est il faut que quand on entend ce bruit-là, notre cerveau soit capable de dire c'est en arrière, c'est à gauche, c'est à droite. Donc, on est capable de le localiser dans l'espace. C'est de ça dont on parle? Oui, exactement. Et c'est là que ça se complexifie parce que ça paraît simple comme ça de rajouter un son artificiellement. Mais l'idée du texte de loi, quand on veut rajouter un son, c'est qu'on veut faire les choses bien. Je parlais tout à l'heure des véhicules à combustion interne qui font un bruit qu'on ne maîtrise pas. Donc, les fréquences, la dynamique du bruit, etc., elle vient, ça fait un siècle que c'est comme ça, puis on n'a jamais pu le modifier, puis on fait avec. Là, on est sur quelque chose on repart à zéro, on fait ce qu'on veut avec la technologie actuelle. Et donc, on s'est dit, tiens, puisqu'on va fabriquer un son artificiellement, faisons-le bien. Donc, ils répondent à des critères spécifiques. Et si on regarde, par exemple, les sirènes, les avertisseurs des services d'urgence, que ce soit les ambulances ou la police, les pompiers, vous avez remarqué, surtout dans ces dernières années, technologiquement, on est capable d'aller chercher des gammes de sons beaucoup plus larges qu'avant. Et donc, on a des sons à la fois très sourds, qui sont plus proches de la corne de brume, et un mélange avec des sons qui sont très aigus. Et il y a une raison à ça, hein, Martin. Pourquoi il y a les deux en même temps? Pourquoi les deux en même temps? C'est pas pour faire... Les sons graves et les sons aigus ont tous les deux des propriétés différentes. Exactement. Et ces propriétés-là, en fait, c'est que le son grave, c'est un son qui se propage très loin. C'est un son qui va aller, même avec vos vitres fermées, vous allez l'entendre à l'intérieur de votre voiture. C'est presque sismique. Ça émet des vibrations très sourdes. Donc, à proximité, vous allez ressentir ces fréquences-là. Puis juste pour que les gens se représentent bien, faites juste penser là, lorsque vous êtes... je sais pas, moi, je le vis ici, là, dans ma ville. Parfois, il y a à la Saint-Jean-Baptiste, par exemple. On est très loin du spectacle, donc on n'entend pas la musique, mais on entend... C'est juste les sons sourds qu'on entend. Les sons aigus se sont atténués lors du déplacement, alors que les sons sourds réussissent à se rendre beaucoup plus loin. Ils se propagent très loin. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je parle de corne de brume, dans les bateaux, dans la brume, il fallait qu'ils soient entendus très, très loin. Et donc ça, c'est la fonction vraiment primaire de ces sons très graves-là. Le problème des sons graves, c'est qu'ils ne sont pas directionnels. C'est que vous ne savez pas nécessairement d'où ils viennent. Alors, c'est pour ça qu'on rajoute... Le cerveau a de la difficulté, les deux oreilles... Oui. À cause de la longueur d'onde qui est très grande d'un son grave, nos oreilles ne sont pas capables de dire, quand ils entendent juste un son grave, ce son-là vient de la gauche, vient de la droite. Absolument. C'est une question de longueur d'onde. Vos oreilles, la distance qui est entre vos deux oreilles ne permet pas d'isoler. Il n'y a pas suffisamment de distance par rapport à la longueur de l'onde qu'émet un son grave, puisque plus un son est grave, plus la longueur d'onde est grande. Donc, on va chercher des sons aigus qui, eux, vont être beaucoup plus localisables, mais qui, par contre, vont passer beaucoup moins les parois, les différents obstacles dans la rue, etc. Donc, c'est des sons qui vont plus à proximité. Vous allez être capable de les localiser, ce qui est bien, parce que si un camion de pompiers arrive derrière vous, vous allez, à dernière minute, à la dernière seconde, savoir où est-ce qu'il va, mais vous l'avez entendu grâce au son grave qui était mélangé à ces fréquences-là. Donc, les deux mélangés ensemble permettent à notre cerveau à la fois de l'entendre suffisamment d'avance et à la fois de le localiser géographiquement par rapport à là où on se trouve. Donc,
ce qui explique que beaucoup de ces sons-là, basse vitesse, sont des mélanges. C'est pas une onde sinusoïdale pure, c'est pas un silement. C'est un son... plusieurs appellent ça un son de soucoupe volante. Exactement. C'est pas sinusoïdal parce qu'il y a des harmoniques. Donc, vous avez plusieurs fréquences qui se mélangent en même temps qui vont faire que ça va vraiment couvrir beaucoup plus le spectre de l'audition humaine. Oui, tout à fait. Laurent, donc, le gouvernement, en 2022... C'est décembre 2022, d'après ce que j'ai vu, cet amendement qui a été publié dans la Gazette officielle, qui précise donc ces différents critères. Donc, comme on le disait tout à l'heure, à jusqu'à 30 km/h, un son doit être émis, que ce soit en marche avant ou en marche arrière. Et ce son doit évoluer également avec la vitesse, c'est-à-dire qu'entre le moment où le véhicule est arrêté et le moment où il est à 30 km/h, on doit avoir une différence de son, pas juste le volume du son, pas juste les fréquences du son, mais l'ensemble de tout ça doit évoluer. C'est une façon, en fait, un peu naturelle de reproduire ce que fait un véhicule normal, finalement. Oui, c'est ça. Le son n'est pas pareil aux différentes vitesses. Donc, et d'ailleurs, ça fait partie un peu de ce qu'on va parler, là, parce qu'on a fait des tests. Hein? On ne sait pas juste, on a regardé ce que la réglementation dit, mais on a fait des tests. Ça va avec, on a acheté de l'équipement pour mesurer la force du son. On vous enverra la facture. Oui, c'est ça, vous enverra la facture. Merci aux nombreux commanditaires de Science on roule qui, entre autres, contribuent à l'avancement de la science. Donc, on a mesuré plusieurs modèles de véhicules pour être capable d'avoir une idée de ce que... Oui, parce qu'il y a beaucoup de disparités. Oui, il y a d'un modèle de véhicule à l'autre, d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre, il y a énormément de disparités. Mais il y a aussi, et tu viens de le dire, cette norme-là stipule qu'en fonction de la vitesse, le son doit changer. Mais la perception initiale que j'avais et que j'ai pu démontrer, c'est qu'effectivement, cette variation-là est très différente d'un modèle de véhicule à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a certains modèles de véhicules que lorsqu'ils passent de 10 à 20 km/h, le son va augmenter de quelques décibels. L'autre modèle de véhicule à côté va augmenter de beaucoup plus de décibels pour la même accélération, jusqu'à un point où, à certaines vitesses, il y a des modèles de véhicules qui émettent un son vraiment très fort et comme par hasard, cette vitesse-là est une vitesse qui s'apparente à la vitesse avec laquelle on circule dans une rue résidentielle. Ce qui explique que ces modèles de véhicules-là, on les trouve vraiment fatigants à vitesse là, 30 km/h ou à peu près dans une rue résidentielle. Oui, parce que certains véhicules, on va en parler de certaines marques, mais font, je dirais, quasiment plus de bruit qu'un véhicule à essence à certaines vitesses en ville. Et donc, c'est assez surprenant parce que, plus c'est des fréquences qui sont, comme on le disait tout à l'heure, qui sont inhabituelles. C'est pas des fréquences qui sont comme un véhicule à essence. Donc, ça va chercher des fréquences un petit peu plus aiguës. Ça couvre vraiment bien le spectre d'audition de notre audition à nous, donc dans des fréquences qui sont probablement dans les 3 kHz ou quelque chose comme ça, donc ça couvre beaucoup. Oui, et de toute façon, le but, c'est que ça soit entendu, donc ça peut expliquer pourquoi on trouve ça fatigant, mais c'est prévu pour être bullseye et qu'on l'entende très bien. Avant que je présente les chiffres, Laurent, rapidement, la force du son, ça se mesure en décibels, n'est-ce pas? Peux-tu nous expliquer un peu les décibels qu'on comprenne? Les décibels, c'est une mesure de pression acoustique, donc c'est une échelle qui n'est pas une échelle linéaire. Donc, si on va vous parler de valeur des décibels, mettons, on prend 50 décibels. Si on rajoute trop... je vais faire l'effet inverse. 10 violons, ça fait 2 fois plus de bruit qu'un seul violon en mesure. Donc, c'est une échelle logarithmique. Donc, quand on donne des mesures entre 50 et 60 décibels, c'est beaucoup plus. Et il y a une raison à ça, c'est que notre oreille est capable d'entendre un bruit comme je dis souvent, de papillon, de bruit de papillon, d'ailes de papillon. Et en même temps, il est capable d'entendre un jet au décollage. Et donc, les pressions acoustiques entre ces deux éléments-là sont vraiment extrêmement différents, énormes. Et quand on mesure ça, si on place un micro entre les deux, on va se rendre compte que c'est pas possible, que le micro est incapable de capter ces deux différences de pression acoustique parce qu'elles sont trop loin. Or, notre oreille, notre système auditif et notre cerveau sont capables de traiter ça. Et la raison pour laquelle ils sont capables de traiter ça, c'est qu'ils ne le traitent pas de façon linéaire, mais de façon logarithmique. Ouais. En clair, Laurent, juste pour donner un exemple, là, à chaque fois qu'on augmente de 10 décibels, la pression acoustique double. Elle double. Donc, 20 décibels, c'est 2 fois plus fort que 10 décibels, mais 30 décibels, c'est 100 fois plus fort. Donc, c'est fois 10, fois 10, fois 10. Donc, à ce moment-là, on augmente vraiment, vraiment très rapidement.
Mais c'est pas parce qu'une pression acoustique est 10 fois plus forte que notre oreille entend 10 fois plus fort. Comme tu as dit, notre oreille compresse. Donc, même si la pression acoustique est 10 fois plus forte, notre oreille va entendre 2 fois plus fort. Donc, entre un son à 10 et un son à 40 décibels, il y a 10 décibels entre les deux. Il y a 10 fois plus de pression acoustique, mais notre oreille perçoit un son 2 fois plus fort. Exactement. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons acheté un appareil qui s'appelle un décibelmètre qui sert à mesurer en dBA, donc la pression acoustique, le son ambiant, donc dans une pièce, dans un endroit avec un micro qui est placé au début de l'appareil et des fonctionnalités là, qui nous permettent de faire une remise à zéro et puis de conserver en mémoire parce qu'évidemment, le bruit ambiant varie énormément. Si on est à l'extérieur, un oiseau qui gazouille va pas varier le décibelmètre. On est rapidement à 50 décibels. En ville, on est rapidement à 50 décibels. Très, 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 très rapide. Ah oui, d'ailleurs, moi, le bruit que j'avais, puis je suis en banlieue, là, était 45, 46, 47 décibels, là, avec rien. Il y avait juste le bruit ambiant extérieur d'une journée. Si la thermopompe du voisin se met en marche, tu vas être à 55. Ça va bouger un petit peu, effectivement. Et sur les appareils, dont le mien, il y a une fonctionnalité qui permet de garder en mémoire la valeur maximale enregistrée. Donc, si mon appareil enregistre 45 décibels et que je tape des mains, peut-être que je viens de faire un pic là, à 62 décibels. Il va garder le 62 en mémoire, donc le bruit ambiant là, est en dessous de ce 62-là, ce qui me permet de capter le plus fort de ce que j'ai entendu. Et il faut pondérer tout ça parce que quand on donne une valeur en décibels, c'est la somme de tous les sons combinés. Ouais. Qui va donner cette pression acoustique. Donc, c'est l'oiseau qui gazouille, c'est le bruit du vent, c'est le bruit des feuilles, c'est le bruit de tout ce qu'on entend. Et en fonction des personnes, certaines personnes vont percevoir plus dans le spectre grave, d'autres plus dans le spectre aigu, d'autres on a tous une perception un peu différente des choses. Et donc, c'est important aussi de pondérer bien ça parce que vous allez être sensible. Certaines personnes vont être plus sensibles à des sons plus aigus et d'autres à des sons plus graves. Tout à fait. Donc, on a fait des tests et là, je vais accélérer un peu parce que le temps file, mais je vais quand même avoir le temps. Mais soyez sans crainte, tout ce que je vais vous dire là et bien plus va être disponible sur le site web de Silence on roule. Je donne les détails dans quelques instants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher plusieurs modèles de véhicules de plusieurs marques, de plusieurs manufacturiers. Tesla, Leaf, Polestar, Ioniq, EV9, Blazer, Equinox, Kona. Mais Rona, oui, ça va bien. Même une Cadillac optique. Et puis, on a fait des tests de façon rigoureuse, donc toujours dans le même contexte, toujours de la même façon, donc le microphone placé toujours à la même distance, les véhicules mesurés aux mêmes vitesses, parce qu'on a fait des tests arrêtés en mouvement à 0, 10, 20, 30 km/h, et on a mesuré le bruit qu'émettait le véhicule en se déplaçant. Évidemment, la norme canadienne, Laurent, tu me corrigeras si je me trompe, mais dit qu'elle s'appuie sur la norme américaine sans toutefois... Oui, elle s'appuie sur la norme américaine et sur la norme européenne. Elle ne donne aucune valeur, en tout cas nous on n'a pas trouvé, on a bien fouillé, aucune valeur de décibels. Et donc il faut aller se référer vraiment aux normes fédérales américaines et européennes. Mais ce qui a du sens en fait, parce que évidemment on ne produit pas de véhicules, ou à peu près pas de véhicules électriques au Canada, donc ça va être des véhicules légers, en tout cas ça va être beaucoup importé des États-Unis et d'Europe. Donc effectivement il n'y a pas ces valeurs qui sont données, mais si on va chercher dans la réglementation américaine, par exemple, on les trouve. Et Laurent, dans nos tests, qu'est-ce que nous avons constaté? Et là, je ne donnerai pas toutes les valeurs parce que je pourrais en donner toute la nuit puis ça ne donnerait rien. Là. Premier constat, tous les véhicules qui ont remporté la palme du véhicule le plus bruyant sont des véhicules de dernière génération chez Chevrolet. L'Equinox dans presque tous les cas et le Blazer qui est l'équivalent. Donc, à 0 km/h, donc à l'arrêt, le véhicule mis en mode marche avant, mais en tenant le frein. Donc, on ne roule pas, mais on est prêt à démarrer. C'est le Blazer qui est en première place, donc du véhicule le plus bruyant, mais l'Equinox est en deuxième. Vois-tu? Et dans tous les autres cas, c'est l'Equinox qui est en première place et le Blazer qui est en deuxième quand on roule à 10, 20 et 30 km/h. C'est quand même étonnant qu'il y ait une disparité entre ces deux modèles-là qui sont quand même supposés être deux frères jumeaux. Ah oui, puis bien dire que les tests ont été faits à plusieurs reprises pour éviter des erreurs de lecture. Donc, on l'a fait et refait et refait. Est-ce que c'est le même type de son qui est perçu ou c'est juste le volume qui change?
Dans le cas du Blazer et de l'Equinox, c'est exactement le même son. C'est Donc, tu vois son. que c'est la même technologie qui est utilisée. Ouais. Il faut savoir, par contre, que la force de ce son-là est contrôlable de façon logicielle puisque suite à des mises à jour de l'Equinox, le volume de l'Equinox a grandement augmenté. Et plusieurs ont dit, hey, suite à ma mise à jour, et effectivement, là, c'est frappant. Il y a des gens qui ont dit, ça a passé de c'était fatigant à c'est invivable. Tu sais, à quel point c'est très fort. Évidemment, on comprend que l'isolation du véhicule va avoir un impact sur le sentiment de désagrément à l'intérieur du véhicule, mais ça ne change en rien le fait qu'à l'extérieur, on fait énormément de bruit. Si je vous donne rapidement, donc à l'arrêt, le véhicule le plus silencieux que nous avons testé était une EV9 et l'Ioniq 6, donc qui était, on a les mêmes plateformes technologiques qui étaient très, très proches. En troisième position, la Polestar. Évidemment, à l'arrêt, la plus bruyante, c'est le Blazer suivi de l'Equinox. À 10 km/h, c'est la Ioniq 9 qui est la moins bruyante et la EV9 ensuite, suivie de la Leaf 2026, une Leaf de nouvelle génération. Donc, à peu près pas de bruit perçu, là. À peine plus de bruit que le bruit que font les pneus, parce qu'on a fait les tests, ça, c'est vraiment à peine perceptible, alors que chez le Blazer et l'Equinox, on est à 6 à 7 décibels plus fort. Là. Donc, je rappelle qu'à 10, c'est 2 fois plus fort. Donc, on n'est pas loin de 2 fois plus fort. Là. On est quasiment en violation du règlement sur le bruit parce que je pense que ne doit pas dépasser 75 décibels. 75 décibels est le maximum, effectivement, qui est stipulé là, en termes par le règlement dont on a parlé précédemment. À 20 km/h, la moins bruyante est l'optique, donc Cadillac. Donc, c'est étrange parce que la Cadillac est en milieu de peloton à basse vitesse, mais plus elle accélère, plus elle devient moins bruyante dans le sens où, contrairement aux autres pour lesquelles le bruit augmente beaucoup avec la vitesse, elle, son bruit augmente à peu près pas. Donc, elle passe étrangement. Donc, fort à parier qu'elle ne respecte pas l'augmentation qui est préconisée, qui est voulue. Ouais. Et encore une fois, là, si on regarde l'Equinox qui est à 61 décibels à 20 km/h, l'optique est à 61 décibels. L'Equinox, elle, qui est en dernier de peloton, donc la plus forte, est à 68,8, donc 69 décibels à cette vitesse-là. Et à 30 km/h, la moins bruyante est la EV9, suivie de l'optique. Et la plus bruyante est toujours l'Equinox, qui est, attachez votre tuque, à 76,5 décibels. En théorie, on est en violation du règlement sur le bruit. Effectivement. Et donc, elle est à plus de 10 décibels, donc 10 fois plus de pression acoustique, 2 fois plus de force perçue à l'oreille humaine sur une Equinox que sur la EV9 ou l'optique, par exemple. Donc, les gens qui disent « elle fait beaucoup de bruit, l'Equinox », vous avez raison. Ouais, et non seulement elle fait plus de bruit, mais selon nos mesures, elle excède les forces. Dans les règlements, la plage de fréquence est entre 160 Hz et 5 kHz, 5000 Hz. Donc, c'est vraiment dans le spectre de l'audition humaine, mais vraiment du plus bas ou quasi, pas le plus haut, mais quasiment le plus haut. C'est des fréquences qui sont vraiment très, très bien perçues par l'oreille humaine. Donc, tous les chiffres que je viens de vous donner là, mais vraiment beaucoup plus que ce que je viens de vous donner là, est disponible dans un tableau interactif qui est sur le site web de Silence on Roule, donc silenceonroule.com. Vous allez sur le site de Silence on Roule et lorsque vous allez arriver à côté là, de la petite bannière graphique qui présente le présent épisode sur les sons à basse vitesse, vous allez avoir un hyperlien là, qui s'appelle Tableau interactif. Vous cliquez sur Tableau interactif et vous allez arriver directement au tableau dont je vous parle. C'est des tableaux là, pour lesquels vous amuserez avec. Là. Il y a certaines fonctions du tableau qu'on peut cliquer dedans puis faire bouger là, les éléments qu'on regarde là, pour voir un peu les classements bouger en fonction des différentes vitesses et des modèles de véhicules. Pour conclure, Laurent? Juste préciser que ça concerne évidemment les véhicules électriques, mais également les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Oui, la réglementation. Et ne riez pas, les véhicules à pile à combustible. Ils sont tellement nombreux sur nos routes. Donc, Laurent, on n'a pas la prétention que ce qu'on vient de faire comme exercice va... c'est absolument pas un moyen de pression, puis on pense pas qu'on va faire changer les choses.
Mais à tout de moins, ce qu'on peut tirer comme conclusion, d'une part, c'est qu'il y a une énorme variation de l'interprétation de ce qui doit être fait par les manufacturiers. Oui, c'est assez étrange parce que la loi est quand même assez bien encadrée, puis c'est très touffu comme règlement, surtout si on s'appuie sur les textes de loi fédéraux américains. Donc je ne sais pas pourquoi il y a une telle différence entre les marques et qu'est-ce qui amène une marque à aller, parce que quand même, ils l'ont mesuré, arriver à 76 décibels en ville, quand même basse vitesse, c'est quand même c'est assez impressionnant quand même, parce que c'est quand même en vue de protéger un piéton, donc à proximité, c'est pas fait pour alerter tous les voisins, tu vois, c'est quand tu es à proximité du véhicule que tu dois l'entendre, pas à 50 mètres, là, c'est vraiment pour vous proche. donner une idée, selon des graphiques facilement trouvables sur Internet, tapez force sonore, décibels, exemple, par exemple, puis vous allez trouver des tableaux, là. Le son à 60 décibels, c'est une conversation modéré. 70 décibels, c'est la force d'un véhicule moteur. Et à 80 décibels, c'est un camion lourd qui circule. Et là, on n'était pas loin. Là. On était entre 70 et 80 dans le cas de l'Equinox. Absolument. C'est assez élevé pour un milieu urbain. Oui, donc quand on nous dit on n'a pas le choix en tant que manufacturier, on nous oblige à mettre le son. Oui, mais on ne vous oblige pas, et on l'a démontré, là, à le mettre aussi fort. Et l'autre chose, Laurent, et je terminerai là-dessus, c'est que peut-être qu'à la sortie de l'usine, le véhicule respectait les normes, mais étant donné que les mises à jour semblent avoir des impacts sur ce son-là, ont eu un impact, du moins chez les véhicules Chevrolet. Donc, je ne sais pas si c'était voulu ou si c'était un bug ou quelque chose, c'est une ligne de code qui est rentrée là. Mais si on était capable de le modifier à la hausse par une logiciel qui était poussé, il devrait être capable de le remettre à la baisse, et je pense pas qu'on risque de blesser des gens si on le baissait un peu. J'ai pas l'impression, hein. Non, je pense qu'on va plutôt préserver la qualité des oreilles et le calme serein des électromobilistes. Exactement. Mon cher Laurent, merci beaucoup d'avoir participé à l'exercice avec moi. Merci, Martin. Vous conduisez un véhicule électrique ou hybride? Votre atelier Napa AutoPro NextDrive a la solution pour son entretien et ses réparations, tout en gardant votre garantie du manufacturier. Chez NextDrive, nos techniciens sont certifiés et formés aux technologies de demain, utilisant les outils et les logiciels les plus récents, et ce, pour toutes les marques et tous les modèles. Que ce soit pour une inspection annuelle, une réparation spécialisée ou des conseils sur votre véhicule électrique, votre centre de service Napa AutoPro NextDrive vous offre un service personnalisé, fiable et rapide. NextDrive, le réseau national d'ateliers Napa AutoPro indépendant certifié pour les véhicules de nouvelle génération, avec une garantie qui s'étend partout au Canada. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et donnez à votre véhicule le service qu'il mérite. Visitez le napanextdrive.ca. Votre véhicule électrique vous dira merci. NextDrive, votre solution pour l'entretien et la réparation des véhicules électriques. La chronique L'Automobile à la croisée des chemins est une présentation d'Hydro Solutions, vos experts en borne de recharge. Pour le service à la clientèle, composez le 514-353-0077 ou visitez le hydrosolutions.com. L'industrie automobile est en pleine révolution. Les fabricants automobiles sauront-ils s'ajuster? Voici la chronique L'Automobile à la croisée des chemins avec Marco Dumais. Bonjour à tous. L'Automobile à la croisée des chemins vous présente aujourd'hui un des plus importants leaders dans l'électrification des transports, c'est-à-dire Hyundai. Vous allez voir au fil de la chronique, c'est quoi qui appuie cette affirmation-là. Bon, d'abord, Hyundai, on se le cachera pas, c'est une marque vraiment qui impressionne beaucoup par leur évolution. On remonte là à l'origine, leur créateur, Chung Ju-young. Lui était un fermier en Corée, fils de fermier en Corée qui a dû se sauver de la ferme familiale pour mettre à profit ses désirs puis ses talents. S'est sauvé vers la ville, puis en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment partir son entreprise. Il a fait plusieurs choses. Il a été notamment un mécanicien. Ensuite de ça, Hyundai ont fait au départ la construction industrielle. Il a dû recommencer souvent à zéro pour plusieurs malheureuses raisons, comme la guerre. Donc cet homme-là a fait preuve de beaucoup de persévérance pour
mené finalement Hyundai en 1967 à ce qu'on connaît aujourd'hui, la Hyundai Motor Company, qui était à leur début un simple assembleur qui assemblait des Ford Cortina pour le marché de la Corée du Sud. C'est en 1975 que Hyundai a sorti sa première voiture 100% Hyundai, la Pony, qu'on connaît bien et qu'on parle encore aujourd'hui pour différentes raisons. En regardant cette Pony-là, à comparer aux produits qu'on offre aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte à quel point Hyundai a évolué. Puis là, vous allez voir, là, je vais avoir beaucoup de positifs à dire sur Hyundai. Je veux pas dire que tout leur produit est parfait, mais d'un point de vue développement industriel, vision stratégique, puis évolution d'entreprise, là, c'est difficile de pas être impressionné par cette marque-là. Vous savez, habituellement, les chroniques de l'automobile à la croisée des chemins, on y va par période. Bien, aujourd'hui, on va voir que Hyundai eux-mêmes divisent leur parcours, en fait, dans la transition énergétique par génération et par phase. Donc, eux, leur première génération dans la transition énergétique, c'est la recherche et l'expérimentation, en fait, leur laboratoire qui est de 90 à 2010. Puis, elle contient 2 phases. La première phase qui est vraiment là, les 10 premières années de 90 à 2000, que là, c'est vraiment développement, recherche et développement, avec des produits qui font déjà partie de leur gamme, comme la Sonata ou la Excel, exemple, puis qui vont faire des tests d'électrification sur ces produits-là. Ensuite de ça, leur phase 2, de 2000 à 2010, là, c'est vraiment leur banc d'essai. Donc, ils vont tester leurs produits. On y va avec l'hybride, l'électrique, l'hydrogène. Ensuite de ça, leur deuxième génération, ça, là, c'est vraiment là, la mise en marché des produits à partir de 2010. De 2010 à 2020, mais on est encore dans les produits convertis. La première voiture lancée par Hyundai, c'est l'Avante LPI hybride en 2009, qui est une voiture à carburant GPL associée à un moteur électrique, donc une hybride. On a aussi en 2010 le Blue One, une citadine électrique. Puis vers la fin de la décennie, on a mis en marché le Kona électrique de première génération. Un des beaux produits Hyundai de cette période-là, c'est la Hyundai Ioniq, la première du nom. Donc, pas la gamme Ioniq qu'on connaît aujourd'hui, 100% électrique, mais plutôt vraiment la Hyundai Ioniq, qui était offerte en plusieurs motorisations, ce qui reflète vraiment l'intention d'Hyundai d'explorer toutes les avenues. Donc, on avait la Hyundai Ioniq hybride conventionnelle, la hybride rechargeable et l'électrique. Ça fut vraiment un beau produit, je trouve, du côté d'Hyundai. Puis, bien sûr, dans cette période-là, on avait toutes les hybrides rechargeables avec les Sonata, Tucson, Santa Fe, etc. On a aussi lancé en 2018 le Nexo. Donc, Hyundai est une des rares compagnies à offrir un véhicule à hydrogène dans sa gamme. On en arrive ensuite à leur 3e génération à partir de 2020 avec une plateforme électrique dédiée avec la plateforme qu'on connaît EGMP qui a fait naître les produits de la gamme Ioniq comme la Ioniq 5, 6 et maintenant la Ioniq 9 qui s'est rajoutée au catalogue l'an passé. On a renouvelé le Kona électrique aussi. En Europe, on a la Enster électrique, une citadine. Puis, on continue d'offrir des modèles hybrides rechargeables avec le Santa Fe, le Tucson, des hybrides conventionnels. On en arrive à aujourd'hui. Où se situe Hyundai aujourd'hui? Actuellement, comme je le mentionnais au début de la chronique, Hyundai est sans contredit le leader mondial en électrification des transports. Pourquoi? Parce que ils ont une gamme vraiment super diversifiée. Ils offrent toutes les motorisations possibles, même un véhicule à hydrogène. Puis cette diversification-là, Hyundai l'offre sur tous les marchés dans le monde d'importance, les 3 principaux marchés en fait en Asie, en Europe et en Amérique. Donc c'est ça qui les distingue. Leur diversité, oui, mais aussi qui est présente dans tous les marchés. Mis à part leur super belle gamme de produits, il faut aussi mentionner que Hyundai est un des rares constructeurs généralistes à offrir une plateforme de 800 volts pour leurs véhicules électriques. Puis comme on le sait, Hyundai ils renouvellent leurs modèles très souvent. Ils ont des designs innovants, oui, parfois polarisants, mais quand même, il faut leur donner ça. Ils sont vraiment agressifs avec leurs produits. Donc, toujours à ce jour,
Hyundai, un des leaders mondiaux, sans contredit, une belle gamme, de la belle technologie. Pour le futur maintenant, qu'est-ce que Hyundai a dans sa mire? Bon, là, on parle de la gamme Ioniq qui pourrait s'agrandir avec les Ioniq 2 et 3. Hyundai travaille sur les batteries solides, bien sûr. Il prévoyait peut-être une sortie autour de 2029-2030. Une prochaine génération de plateformes modulaires, donc il faut s'attendre à ce que leur plateforme GMP soit renouvelée, améliorée ou même remplacée. Hyundai travaille beaucoup sur leur logiciel intégré. On fait aussi des recherches pour la voiture autonome, bien sûr. Hyundai est fidèle à lui-même, continue à poursuivre leurs recherches sur tous les plans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Hyundai, eux, ils ne regardent pas en arrière. Ils regardent en avant, ils développent des produits, puis ils forcent un peu la main aux autres constructeurs d'y suivre. Donc, c'est une bonne chose à ce niveau-là. On sait qu'IA fait partie de la famille Hyundai. Ils lancent cette année beaucoup de nouveaux produits dans la gamme EV. Donc là, on va avoir les EV 3, 4, 5, 6 et 9. Donc là, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? C'est une réplique de la marque sœur Hyundai à ce niveau-là. Moi, personnellement, je serais même pas surpris de voir Hyundai continuer leur évolution incroyable puis être numéro 1 mondial devant Toyota et Volkswagen d'ici 10 ans, même peut-être 5 ans. On verra, c'est à voir. C'est pas une prédiction, c'est juste mon avis personnel. Leur ascension est en courbe croissante depuis toujours. Maintenant, ils prévoient se pencher du côté des électriques à autonomie prolongée dans les prochaines années qui pourraient venir remplacer un peu les hybrides rechargeables tels qu'on les connaît. On voit cette tendance-là aussi chez d'autres constructeurs. L'invitation d'aujourd'hui, une petite réflexion à savoir, croyez-vous que Hyundai est en mesure de rivaliser avec les marques chinoises qui vont créer un raz-de-marée sur le marché bientôt? D'ailleurs, c'est commencé en Europe. Donc, bonne réflexion. Merci à tous. À la prochaine. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'Association des véhicules électriques du Québec, en collaboration avec le circuit électrique, organise les événements Les Rechargistes. Événements où des bénévoles de l'AVEQ répondent aux questions des utilisateurs sur des sites de recharge populaires du Québec. Donc, les Rechargistes seront à Neuville du 17 au 19 juillet. Également à Rivière-du-Loup du 17 au 19 juillet. Ils seront également les mêmes dates à Montmagny et à Magog. Il y aura des essais routiers et conférences à Laval le 21 juillet prochain. Il y aura également un autre événement des rechargistes qui aura lieu les 24 et 26 juillet sur différents sites. Donc, entre autres, sur le site du Madrid et le site de l'Étape. Il y aura également présence sur le site de Rivière-du-Loup et de Rigaud. Plusieurs autres dates disponibles. Visitez le site web de l'AVEQ pour plus de détails. Clinique santé sur la batterie des véhicules électriques, c'est organisé par l'AVEQ le 15 août, ainsi que informations sur les longs déplacements en véhicules électriques intitulés Road Trip 101, le tout le 29 août. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. On vous rappelle notre promotion avec Mobile Charge, la bande de recharge rapide qui vient à vous. Donc, si vous vous inscrivez à un forfait de Mobile Charge en entrant le code promotionnel ONROULE10, tout en majuscule, ONROULE10, vous aurez 10% de rabais sur votre abonnement. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. On veut remercier nos invités, nos collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Laurent Gigon, Sébastien Côté et Marco Dumais. À la recherche, Martin Archambault, les chroniqueurs Stéphane Daou, Marco Dumais, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à l'AVEQ, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydro Solutions, Précision PPF Vitre teintée, Mobile Charge, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Roger Bénard Rénovation, le balado Passé et Décomposé, les dépanneurs Proxy, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com. Et pour l'information générale sur les véhicules électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web qui est au silenceonroule.com. Je vous souhaite un bon mois de vacances. Reposez-vous bien, profitez du soleil. On se retrouve dans un mois exactement. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.